Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette seconde édition d'Investiré. Très heureux de retrouver ceux qui étaient présents l'an dernier et surtout très heureux d'accueillir notamment toutes les nouvelles entreprises qui sont très nombreuses. Ce soir, nous sommes plus d'une centaine, soit en présentiel, soit en distanciel. C'est vrai que les conditions sanitaires nous ont amenés à utiliser cette formule mixte, mais finalement, c'est peut-être une formule qui nous permet d'être plus nombreux ce soir et on peut s'en féliciter. Et sans plus tarder, je vais tout de suite passer la parole à François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire, président de DEVEP, pour lancer nos échanges. Eh bien, tout d'abord, l'immense plaisir et l'immense honneur de vous saluer ici à Orléans, de vous saluer là où vous êtes, en France ou en Italie, pour cette deuxième édition d'Investiré. J'ai un immense plaisir à vous saluer, monsieur le représentant de l'ambassadeur d'Italie en France, pardon. J'ai un immense plaisir à saluer également le président qui nous fait l'immense plaisir, le président de l'ERFI qui nous fait l'immense plaisir de sa présence. De vous saluer également, alors Jean-Louis me donne, de saluer également Christian Massé, ambassadeur de France en Italie, de saluer l'ensemble des diplomates, des conseillers économiques des ambassades, de saluer les acteurs économiques qui sont engagés là-dedans, de saluer les collègues et amis élus qui, dans leurs responsabilités au sein de l'Agence de développement économique, font vraiment un très beau travail, et les chefs d'entreprise. Notre ambition part de l'entreprise, part de la réalité économique, qui est une réalité économique qui appelle tellement de convergence entre l'Italie et le Centre-Val de Loire. Des entreprises ici qui sont des entreprises à capitaux italiens, des marchés pour les Italiens en France, des marchés pour les entreprises de France et de Centre-Val de Loire en Italie. C'est véritablement cette réalité qui nous a conduits à, d'une certaine manière, institutionnaliser ces échanges avec l'IREFI et avec nos ambassades et nos représentants d'ambassades, à la fois l'ambassade de France et l'ambassade d'Italie. Je veux insister sur le fait que, oui, nous aurions très bien pu considérer que les conditions n'étaient pas totalement remplies pour produire, comme nous l'avions fait l'an passé, une rencontre qui avait une dimension directe plus marquée. Pour autant, ce n'est pas parce que nous connaissons la crise et nos amis italiens connaissent comme nous cette crise sanitaire, ce n'est pas parce que nous connaissons cette crise. Nous devons tous et toutes tout faire pour limiter sa propagation. Il nous faut limiter au maximum ces impacts qui sont les impacts économiques et les impacts sociaux. Ils pourraient être gravissimes pour nos économies, ils pourraient être gravissimes pour nos entreprises, gravissimes aussi pour les territoires au niveau des États comme au niveau des régions. Nous avons donc fait le choix, avec Jean-Louis Garcia le rappelait, une forte adhésion ici en France, et je remercie tous les acteurs économiques. Nous avons fait le choix de maintenir ce moment d'échange de manière à faire à la fois le point sur ce qui a été fait tout au long de cette année, et puis à nous recharger d'énergie, à nous recharger de projets, parce que nous devons regarder au-delà de la ligne de la crise. Nous devons regarder au-delà de la ligne de la crise, et au-delà de la ligne de la crise, eh bien, c'est en effet par rapport à des défis qui sont des défis évolution des modes de consommation, évolution des modes de production avec le numérique, évolution des modes de production avec la prise en compte des enjeux environnementaux qu'il faut placer au cœur du développement économique et du développement industriel. Regardez au-delà de la ligne, et puisque nous sommes, de par notre culture commune, de par nos échanges historiques,
nous sommes dans un partenariat et une compréhension mutuelle. Nous pensons que le travail avec l'IREFI, le travail avec vous, est vraiment de nature à préparer cette sortie de crise, à nous donner de l'énergie. C'est le sens, au-delà du plaisir que nous avons de nous retrouver, c'est le sens de l'échange économique que nous allons avoir ensemble. Merci. Donc, nous sommes très honorés de participer à cet événement très important et de collaborer avec la région Centre-Val de Loire et de Var. Nous savons que la région Centre-Val de Loire est une région qui donne beaucoup d'importance au rapport avec l'Italie et qui accueille un nombre important de sociétés italiennes. Et je suis sûr d'autres sociétés italiennes vont s'installer dans la région après cette conférence et je les encourage vivement. Nevap a fait aussi un travail extraordinaire et fait un travail extraordinaire pour accompagner et soutenir l'implantation de ces sociétés. Je donne la parole à Pietro Vacanti, qu'on a le plaisir de retrouver, qui est fidèle à notre événement, qui représente l'ambassade d'Italie en France. Merci beaucoup, Monsieur Garcia. Donc, je tiens tout d'abord à remercier sincèrement, en nom de l'ambassadrice d'Italie, Teresa Castaldo, le président de la région Centre-Val de Loire, Monsieur François Bonneau, d'avoir confirmé la tenue des rencontres économiques franco-italiennes cette année, après le succès de la première édition en octobre 2019 à Amboise. Comme vous le savez, il s'agit d'une initiative à laquelle, en tant qu'ambassade, nous avons apporté notre plein soutien dès le début. Nous voulons renforcer et promouvoir davantage les liens économiques avec le centre Val-de-Loire, où il y a plus de 30 sites industriels italiens dans des secteurs de haute technologie. L'originalité de cette initiative, si bien organisée par les amis de DEVAP, c'est qu'il s'agit de la première action promotionnelle menée donc, de l'Italie avec une région française. Un modèle nouveau avec un impact certain. La réalisation de cet événement n'aurait été pas possible sans la contribution décisive des amis de IREFI. Donc, un merci sincère va donc au président Romano, au président Mellerio, qui ont voulu confirmer une fois de plus leur engagement à promouvoir les relations entre l'Italie et la France. Dans mon discours, je voudrais tout d'abord vous présenter le cadre plus général des relations économiques entre les deux pays et je voudrais également illustrer brièvement le pacte pour l'exportation, le pacte per l'export, l'initiative développée par le gouvernement italien pour soutenir l'internationalisation des entreprises italiennes et faciliter la pénétration dans les marchés étrangers prioritaires comme la France. La France est un pays stratégique pour l'Italie sur le plan économique, financier, industriel. La profonde complémentarité entre nos pays a déterminé un niveau de coopération très avancé, conduisant les analystes à parler d'irréversibilité de l'intégration industrielle entre nos deux pays. À niveau européen, la France et l'Italie sont des acteurs essentiels de la croissance et de la compétitivité. Elles représentent environ 25% du PIB de l'Union, des salariés et des investissements en recherche et développement dans l'ensemble de l'Union. Ensemble, la France et l'Italie ont un poids très important, environ un quart sur les grands volets politico-économiques européens, la croissance, l'emploi, les investissements stratégiques. Ces intérêts communs à long terme produisent une convergence substantielle sur de nombreux dossiers communautaires prioritaires, donc, comme le Recovery Plan, la politique industrielle, le budget européen, le commerce international et la recherche. Dans le classement de nos partenaires commerciaux les plus importants, la France se confirme en 2019 à la deuxième place. Les données du commerce de l'an dernier ont atteint le chiffre record de 86 milliards d'euros et près de 50 milliards à l'export italien.
Donc, comme vous le savez bien, l'Hexagone n'est pas seulement le commerce pour l'Italie, mais c'est une destination, se confirme, une destination privilégiée pour les investissements italiens réalisés à l'étranger. Au total, il y a à peu près 1700 entreprises italiennes basées dans l'Hexagone, avec des participations de plus de 2500 entreprises françaises. Chers amis, le 8 juin, le gouvernement italien a lancé le Patto per l'export, Pacte pour l'exportation. Il s'agit d'un programme nouveau, donc avec une stratégie innovante de relance des exportations du Made in Italy dans la phase post-urgence sanitaire. Donc, ça passe à travers le renforcement des outils d'accompagnement de l'internationalisation et une large action promotionnelle. L'ensemble des ressources disponibles pour la mise en œuvre des piliers stratégiques s'élève à environ 1,4 milliard d'euros. Le pacte a été rédigé dans le cadre d'un vaste processus de consultation qui a impliqué 147 associations représentant tous les secteurs de production. L'importante participation des représentants du business italien aux rencontres d'aujourd'hui, une centaine d'entreprises, nous confirme le fort intérêt pour la région. J'espère donc que cette proposition sera bien accueillie par nos entreprises et qu'à l'occasion de la 3e édition des rencontres la prochaine année, la création de cette nouvelle association pourra être célébrée. Plaisir de passer la parole à Christian Massé, ambassadeur de France en Italie, qui nous fait l'honneur de sa présence. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Je suis vraiment très heureux et très honoré d'être parmi vous dans cette 2e édition des rencontres, qui sont un moment, dans les circonstances présentes, particulièrement important pour l'ensemble de la relation bilatérale. Et je remercie beaucoup monsieur le président François Bonneau donc d'avoir fait le choix de maintenir cette édition, et je remercie aussi beaucoup le directeur général monsieur Garcia. La facilité eût été de renvoyer, mais vous avez décidé de maintenir, et ça montre bien l'audace et la volonté qui caractérisent la région Centre-Val de Loire. Et c'est une région qui a toujours été au centre de la relation franco-italienne. Vous l'avez été, bien entendu, en 2019, à l'occasion des 500 ans de la mort de Léonard de Vinci, avec le programme extraordinaire que vous avez mis en place, mais aussi par le fait que vous avez accueilli les 2 présidents de la République en mai sur les lieux mêmes où avait vécu Léonard de Vinci. Et pour cette année 2020 si particulière à tous égards, je vois que vous prenez l'initiative, que vous êtes à l'avant-garde, que vous prenez en quelque sorte la main sur cette relation franco-italienne qui, à l'heure bien sûr du coronavirus et de l'évolution de la pandémie, qui est mais qui est en même temps un moment de grande opportunité. Et il y a 3 mots qui me semblent caractériser ce moment. Le premier mot, c'est solidarité. Parce que dans cette épreuve, l'Italie et la France ont été pleinement solidaires. Ni l'Italie, ni la France n'ont fermé leurs frontières. L'Italie et la France ont multiplié l'un envers l'autre les gestes de solidarité. Il y a eu aussi, au moment où démarrait l'épidémie, le sommet de Naples, qui était le premier, c'était le 27 février, qui était le premier, que le président de la République et le président du Conseil ont décidé de maintenir, malgré l'évolution, pour bien marquer l'importance de ce que nous construisons. Et à Naples, ça a été vraiment un sommet de construction. Et je remercie, j'en profite pour remercier beaucoup ici le président Romani et le président Mellerio, parce que
ils ont apporté leur contribution dans les idées, dans la mobilisation des entreprises, beaucoup à ce sommet franco-italien. Et j'en profite aussi pour saluer mon collègue Pietro Vacanti, qui a dressé un tableau magistral et exhaustif de l'importance de notre relation. Cette solidarité aussi, nous l'avons exprimée dans notre combat commun pour qu'il y ait une réponse européenne à la hauteur du défi. Ce n'est pas uniquement le Recovery Fund, c'est aussi la coordination des mesures aux frontières, c'est aussi tout ce qu'on pouvait faire pour coordonner nos actions en matière de santé et notamment pour avoir les solutions les plus efficaces pour le vaccin. Puis nous sommes ensemble sur toutes les initiatives qui ont été prises dans ce domaine. Donc, solidarité. Le deuxième mot, c'est relance. Relance, c'est le maître mot en Italie et en France. Nous avons combattu côte à côte en Europe, à Bruxelles, pour avoir tout le paquet Next Generation EU, avec également les mécanismes SURE et les autres dispositifs qui ont été mis en place, et je pense en particulier à différents fonds qui se trouvent au sein du cadre financier pluriannuel. Ce combat, nous l'avons vraiment mené côte à côte. Il n'était pas évident, même beaucoup disaient que c'était impossible. Nous l'avons réussi, et nous l'avons réussi parce que l'Italie et la France étaient ensemble. Sans cette alliance, tout ce que l'accord du 21 juillet n'aurait pas été possible. Naturellement, après, il y a eu le rôle de l'Allemagne, absolument essentiel, et puis d'autres pays, mais ensemble, nous avons en quelque sorte changé la donne. Donc, ce mot sur la relance, il faut bien voir que nos économies donc, sont à l'épreuve, connaissant la pire récession depuis la guerre, mais en même temps, avec cette opportunité offerte par Next Generation EU et tous les efforts conjugués des pays européens pour mettre en place des plans de relance, des plans nationaux de relance et de résilience, eh bien, nous sommes à la veille d'une période qui sera courte, 3 ans, 4 ans, d'extraordinaire transformation de nos économies. Vous savez que la France a présenté déjà son plan de 100 milliards d'euros qui est financé à 40% par l'Union européenne et qui sera divisé en trois tiers sur les priorités que sont le verdissement, l'innovation et la formation, et qui font que la France, plus que jamais, est une valeur sûre pour investir. Et bien entendu, la région Centre-Val de Loire est une valeur encore plus sûre. Encore plus sûre. L'Italie elle-même fait ce travail. Je sais que je l'ai vu parce que c'est au mois d'août, toutes les administrations, le gouvernement a travaillé, n'a pas pris de vacances pour donc mettre au point un plan de relance particulièrement ambitieux, dont les grandes lignes ont été annoncées le 9 septembre. Et il y aura le 15 octobre une nouvelle annonce au moment de l'envoi de la note d'actualisation du document économique et financier à la Commission. C'est-à-dire qu'en France et en Italie, nous allons avoir un mouvement de transformation exceptionnel, inédit, dans nos deux pays. Donc c'est forcément pour deux économies aussi emboîtées l'une dans l'autre que sont la France et l'Italie, une très grande opportunité. Pietro Vacanti vous a dit combien ces liens sont forts, le poids des investissements, le poids du commerce. Donc là, il y a quelque chose de majeur qui va se produire. Il faut en prendre la dimension et donc se lancer justement dans les coopérations. Et donc c'est cela mon troisième mot, c'est ensemble. Ensemble. Parce que compte tenu de notre interdépendance,
du caractère très intime et inextricable de nos relations, nous ne réussirons ces plans de relance en France et en Italie que si nous travaillons ensemble. Et cela vaut particulièrement dans le cas des hautes technologies, puisque pour les hautes technologies, il s'agit en fait d'avoir la masse critique par rapport aux États-Unis ou à la Chine. On ne va pas le faire tout seul. Et dans le domaine franco, et la France et l'Italie peuvent faire beaucoup parce que déjà, grâce aux entreprises, et beaucoup d'entre elles sont autour de la table, il y a des domaines dans lesquels nous avons fait déjà des avancées et pour lesquels ce qui va se passer à l'avenir, notamment les changements dans la chaîne de valeur, vous savez, on parle de rapatriement de chaîne de valeur, c'est effectivement quelque chose qui va se produire, pas sur toute la ligne, mais dans certains secteurs. Je pense par exemple à un secteur très important, la santé, sur lequel la région Centre-Val de Loire est très bien positionnée, puisque notamment vers l'Italie, elle exporte beaucoup de produits pharmaceutiques, mais en même temps, elle a des investisseurs italiens importants dans ce domaine sur son propre territoire. Mais il y a d'autres domaines de haute technologie, et donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et si donc il y a un club d'investisseurs, et ça me paraît être une très bonne idée que celle qu'a énoncée Pietro Vacanti, eh bien, il faut précisément parler de ces opportunités. Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour faire en sorte de croiser nos plans de relance et que les entreprises puissent bénéficier de cette vague. Nous-mêmes, à l'ambassade, nous sommes à votre disposition. Comme vous le savez, il y a les services économiques, mais surtout, il y a Business France, donc à Milan, également notre chambre de commerce et d'industrie à Milan, qui sont là à votre service, qui peuvent vous appuyer de multiples façons. Donc surtout, n'hésitez pas, parce que les 3 ans qui s'ouvrent sont 3 années absolument exceptionnelles en termes d'opportunités. Ce seront des années très dures, mais aussi exceptionnelles en termes d'opportunités, parce que ce seront des années de transformation pour les économies françaises et italiennes et pour l'économie européenne tout entière. Merci. Une carte pour ceux qui ne connaissent pas bien la région Centre-Val de Loire. Donc, vous voyez qu'on est vraiment tout proche de Orléans. Là, on est à 1 heure de Paris quand ça roule bien, mais on l'obtient en tout cas par le train très fréquemment. Et donc, on est bien situé, bien desservi par des autoroutes donc qui permettent vraiment d'accéder à l'ensemble de la France depuis notre région. Et je pense que les témoignages des entreprises italiennes pourront revenir sur ce point-là parce que c'est vraiment une facilité qui est offerte depuis notre région pour l'ensemble des entreprises. Les différents secteurs, parce que j'en ai cité que quelques-uns tout à l'heure, mais je pense qu'à travers l'ensemble des secteurs qui sont présents, vous retrouvez des possibilités de développement. Je n'ai pas cité tout à l'heure l'aéronautique, qui est un secteur également puissant sur notre région, ou le secteur de l'automobile, qui sont des secteurs industriels forts. On a une douzaine de filières industrielles bien représentées, mais aussi des entrepreneurs qui demandent qu'à être épaulés par un certain nombre d'entreprises de services, que ce soit au niveau de la logistique, au niveau du numérique, qui est un secteur en fort développement sur notre territoire, et on a des lieux d'accueil spécifiques qui ont été développés par l'ensemble des communes, des grandes villes de notre région, sachant qu'on a des villes à taille humaine. C'est une des caractéristiques de notre territoire autour du Val-de-Loire. On a des villes où il est facile de se déplacer, facile de se loger. Donc, on a des habitants et des salariés qui sont très fidèles à leurs entreprises parce qu'on vit bien sur notre territoire. Et sur notre territoire, autour de ces ressources humaines, on trouve des établissements de formation à la pointe, avec des écoles d'ingénieurs, 2 universités, que ce soit sur les 2 principales villes de la région qui sont Orléans et Tours, mais on trouve des sections universitaires sur l'ensemble des villes de notre région, avec à la fois de la formation initiale, mais aussi continue, qui permet de former en permanence les salariés. Et la région a des dispositifs spécifiques dans ce domaine-là pour accompagner en permanence les besoins de personnel des entreprises du territoire. Sur notre territoire, donc, nous avons des entreprises italiennes. On a demandé à
Paolo Pescatori de pouvoir témoigner. Ça fait pas si longtemps qu'il est là sur notre territoire, dans une entreprise qui s'appelle Rosinox. Il va nous la présenter. Mais je crois que c'est intéressant qu'il puisse justement de témoigner de comment il a perçu notre région depuis son arrivée. Bonsoir à toutes et à tous et merci, Monsieur le Président, pour m'avoir permis d'être ici. Eh bien, oui, je suis arrivé ici en tant que directeur général de l'entreprise Rosinox et aussi Friginox, qui est en Bourgogne-Franche-Comté. Il y a presque un an, c'est l'octobre dernier, et je suis ici parce que le groupe à qui appartiennent Rosinox, c'est un groupe italien qui s'appelle Ali, et était fondé par M. Luciano Berti. Et le groupe aujourd'hui, c'est un chiffre d'affaires au niveau consolidé de 2,2 milliards d'euros au niveau mondial. C'est un groupe que dans le métier ou dans l'art, parce que c'est une autre chose qui est commun à les Italiens, les Français, que c'est l'art culinaire. Nous pouvons l'appeler l'octième art, parce que nous sommes arrivés jusqu'à la septième au cinéma, mais l'art culinaire, c'est quelque chose qui est vraiment un point commun et un point fort aussi pour nous tous. Dans les métiers de la bouche, comme on a été appelé dans le secteur. Et bon, Monsieur Berti, je commence un peu du début, dans le début des années 60. Il a commencé dans un secteur pas trop connu, c'est les machines à laver. C'était le début pour aller vers aujourd'hui nous l'appelons l'ergonomie, pour éviter les gens de dames de laver à main. Il a commencé à inventer, à faire des choses au niveau de la laverie. Et à partir de là, et déjà à l'époque, il a développé un réseau en France, c'est déjà au début. Et la France était super importante pour le groupe, pour lui permettre de développer un business tout au début au niveau européen et après est passé même dans les pays autres océans, les États-Unis, et maintenant nous sommes en Chine, nous sommes en Australie, Nouvelle-Zélande. C'est vraiment un groupe grand. Ça, pour vous donner la dimension, c'est un groupe familial parce qu'il y a toujours la famille Berti derrière. Ce n'est pas un actionnariat distribué, diffusé. Non, il y a des valeurs humaines aussi qu'industrielles. Et aujourd'hui, bien, c'est géré dans le fils, M. Filippo. Mais pour venir à nous, à Rosinox, Rosinox est à Bourges. C'est une entreprise française qui était achetée par le groupe. Et même si ce n'est pas si grande, est retenu important parce que, bien évidemment, c'est envisageable d'avoir, vous, l'art culinaire. Il faut absolument être sur le territoire français pour développer le business ici. Et bien, je suis vraiment heureux et fier de pouvoir développer, pouvoir aider l'entreprise à se développer encore mieux sur le marché français tout d'abord, mais aussi au niveau mondial, parce que c'est ça qu'il faut faire. Et bien, c'est un peu l'encadrement de la situation. Est-ce que vous avez pu trouver, depuis que vous êtes arrivé, les soutiens nécessaires au niveau des collectivités, des pouvoirs publics français? Absolument, oui. Tout au début, je veux être honnête. Quelqu'un m'avait dit, méfie-toi, le français, là. Mais là, vraiment, ça, c'est quelque chose qui a été dit. C'est un peu, même si nous sommes très proches, c'est vraiment quelque chose qui arrive un peu dans la compétition, c'est vrai, parce qu'il y a un peu de compétition. Et des fois, de la totale manquance de connaissances. Et honnêtement, arrivant ici, je me suis persuadé que les choses, et même les Français, sont différents, sont absolument
de personnes extraordinaires. Et honnêtement, ce n'est pas parce que je suis ici que je dois être obséquieux avec vous, absolument pas. Mais j'ai eu beaucoup de soutien, même où je n'avais pas besoin, mais vraiment le faire d'aide avant le Covid, pendant le Covid et même maintenant. C'est-à-dire que je suis vraiment... j'étais surpris, vous le chose avant, de cette, et bien sûr content de cet accueil. Mais au niveau entreprise et au niveau personnel aussi, parce que j'ai trouvé un grand respect, pas de hypocrisie, pas trop. Vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je suis vraiment content, encore plus par rapport au début. C'est très positif, ma expérience. Alors, Rosinox fait partie des 30 entreprises à capitaux italiens qui témoignent de la présence des entreprises italiennes sur notre territoire. Donc, 5e investisseur, l'Italie en région. C'est bien passé. C'est pour ça qu'on est là, d'ailleurs, pour continuer à le développer. On a des échanges commerciaux pas complètement équilibrés, puisqu'il y a 1,8 million d'exportations vers l'Italie, 3,2 millions vers la France. Donc, ça veut dire qu'avec les 3,2 millions, ça invite aussi à avoir des implantations sur notre territoire. Vous avez là la typologie des produits exportés qui montrent un peu les attentes autour de notre région. Mais je crois qu'à travers la production qu'on a vue tout à l'heure et à travers votre témoignage qui montre d'ailleurs la diversité, je dirais qu'on est en capacité, je crois, d'accueillir des productions assez diverses sur notre territoire et depuis très longtemps. Je crois qu'à travers votre témoignage, je vois que c'est une histoire qui dure, quoi. Ce n'est pas une implantation courte. L'an dernier, il y avait Niccolò Regali qui était venu peut-être pour voir, qui est président d'Analytica Italia et qui aujourd'hui projette de s'implanter très concrètement à Contres. Donc c'est intéressant de l'entendre, nous dire un petit peu comment il avait vécu l'an dernier et pourquoi finalement il décide aujourd'hui d'avoir une implantation dans notre région. Tout d'abord, bonsoir à tous. Je voudrais saluer toutes les personnes présentes, les organisateurs, mes collègues. Le choix de nous implanter en France et notamment dans la région centre était une décision stratégique. Nous sommes une entreprise chimique qui authentifie des produits agroalimentaires à niveau national et local et crée une empreinte digitale numérique sur les territoires d'origine. Le marché en France agroalimentaire est très ample en France, 280 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an, et est basé sur les produits de qualité et régionaux. Par exemple, il s'agit des produits IGP. Les produits IGP sont très souvent falsifiés. Il y a des fraudes donc, pour 1,8 milliard d'euros. Et c'est grâce à notre travail analytique, nous pouvons tracer les produits et valoriser les produits locaux afin d'éviter les fraudes dans les secteurs agroalimentaires. Alors, cela est très utile pour les producteurs et également pour ceux qui travaillent la matière première. Nous voulons également retracer, reconnaître les produits nationaux et locaux. Et tous les produits du territoire, même des produits très spécifiques de certaines entreprises. Et cela grâce à cette empreinte numérique. Nous avons commencé en Italie, où nous avons beaucoup de fraudes dans les produits made in Italy, mais nous avons découvert que la France est également un pays
où les produits agroalimentaires sont souvent falsifiés, surtout les IGP et les DOP, pour 1,8 milliard d'euros. Donc, nous essayons de trouver une solution à ce problème. La région centre, Val-de-Loire, est donc pour nous une région très importante car dès les débuts, nous avons eu l'occasion, donc dès l'année dernière, nous avons, grâce à Investire dès l'année dernière, nous avons pu connaître les territoires d'un point de vue géographique, architectural, mais aussi de tout le professionnalisme des personnes qui y habitent. Et nous avons pu connaître tous ces produits d'excellence, produits agroalimentaires d'excellence. Et donc, nous avons pensé que c'était vraiment le lieu idéal pour s'implanter. Ensuite, nous avons eu également l'occasion de reconnaître le pôle Food Val-de-Loire, qui est un projet très ambitieux, très cohérent avec nos ambitions. De démarrer maintenant notre seconde séquence qui s'adresse plus particulièrement à nos entreprises françaises. Monsieur l'ambassadeur de France a parlé tout à l'heure de Business France Milan. Et donc, c'est son chef de pôle, Frédéric Chailloux, qui va nous parler un peu des perspectives de développement et des opportunités du marché italien. Oui, bonjour à vous tous. Moi, j'ai effectivement la délicate mission de présenter le marché italien en présence de nombreux entrepreneurs italiens. J'espère ne pas les froisser. Je suis convaincu du contraire, parce que je pense que l'Italie a de potentiel très très important pour l'entreprise française. On l'a dit, la France et l'Italie sont deuxième partenaire économique. La particularité de l'Italie, c'est son tissu de PME et de TI familiales. C'est également sa forte spécificité régionale. 20 régions en Italie, pratiquement autant de marchés potentiels pour les entreprises françaises. En situation pré-Covid, l'économie de l'italienne était orientée positivement. C'est vrai, le pays connaît une croissance faible depuis plusieurs années, mais les indicateurs passés au vert, le chômage en baisse, un taux d'occupation en augmentation, une modernisation forte de l'industrie et grâce en particulier à des mesures fiscales favorisant l'automatisation, la digitalisation des process industriels. L'Italie est un grand pays industriel, c'est le deuxième pays manufacturier en Europe. Et également une évolution du commerce de détail qui créer des difficultés pour certains, mais ouvrait des possibilités pour d'autres. Post-Covid, l'Italie, comme les autres pays, ont connu une forte chute d'activité. Un PIB qui devrait cette année baisser de 11%. Mais si on voit une forte reprise de la production industrielle au troisième trimestre, les chiffres parlent d'un plus 15%, au-delà des attentes. La consommation des ménages reste encore frileuse. Elle devrait s'établir à moins 15% à la fin de l'année. Et c'est vrai qu'il y a aussi un effet, je dirais, de retard, puisque cette semaine, Milan accueille en présentiel la semaine de la mode, avec les premiers salons. D'ailleurs, je pense que certaines de vos entreprises seront présentes, puisqu'il y a des salons sur le cuir, sur la mode, sur la chaussure. Il y a un effet, effectivement, retard de la crise qui fait que l'année sera encore difficile. Mais je suis sûr que dès deuxième semestre 2021, on aura une reprise également dans ces secteurs-là. Notre ambassadeur, M. Massé, a souligné l'importance pour la France et l'Italie des mesures européennes. L'Italie sera le premier bénéficiaire des fonds européens, du Recovery Fund, près de 200 milliards, qui seront dédiés à la modernisation du pays, avec des investissements vraiment très importants dans le domaine digital et de l'informatisation de l'économie, des entreprises et de l'administration, avec une volonté forte de s'engager sur
l'environnement. Et on sait que les Italiens peuvent être très rapides dans leurs décisions, dans leur mise en œuvre. Déjà, l'Italie est très bien située sur la production d'énergie renouvelable, dans le domaine alimentaire sur le biologique. Et puis enfin, des investissements dans les infrastructures. Malheureusement, vous avez dû voir les difficultés du système, par exemple, autoroutier en italien, et de gros investissements sont réalisés dans ces domaines-là. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, il y a vraiment de très bonnes raisons pour investir en Italie et s'intéresser au marché italien dans les deux sens. D'abord, bien sûr, c'est un marché proche et accessible, et pas seulement géographiquement, culturellement. On a pu dire les liens historiques et culturels qui unissent nos deux pays. C'est également, quand on dit deuxième fournisseur aux clients, on a peut-être du mal à imaginer de quoi il s'agit, mais les exportations françaises vers l'Italie sont supérieures à celles que nous réalisons vers le Japon, la Russie, l'Inde, la Turquie, la Pologne, la Suède, tout ensemble. Donc c'est vraiment extrêmement important. L'Italie est également un marché riche. Alors, en Italie, c'est un peu difficile de se fier uniquement aux statistiques parce que les différences régionales sont importantes. Mais dans la moitié nord du pays, on a un revenu moyen qui est équivalent à celui que connaît nos concitoyens de la région Rhône-Alpes. Donc, c'est un marché extrêmement important et le goût, par exemple, dans des biens de consommation, de la mode et le luxe, pour les produits français sont également liés à ce pouvoir d'achat. Des autres raisons, et je l'ai déjà évoqué, c'est les besoins de technologie, en particulier dans les secteurs de force de l'industrie italienne, qui sont la mécanique, la robotique, l'industrie agroalimentaire. Il faut profiter du Made in Italy, dont les Italiens sont extrêmement fiers, et ils ont raison de le faire. Ce sont des filières qui exportent pour certaines d'entre elles à 80%, et qui ont besoin de trouver les meilleurs fournisseurs, et en particulier maintenant dans le domaine des matières premières, mais également des technologies liées à l'automatisation, à la robotisation. L'Italie est également un pays intéressant pour le sourcing. Beaucoup de produits cosmétiques français, en particulier dans le maquillage, sont produits en Italie. L'Italie concentre 60% de la production de cosmétiques, de make-up dans le monde. Également l'emballage, la sous-traitance, le textile, qui sont autant d'opportunités pour exporter, mais également pour faire du sourcing. Au-delà des excellences du filière du Made in Italy, il y a des complémentarités à trouver sur d'autres secteurs, peut-être où les producteurs italiens sont moins forts ou investissent un peu moins. Il y a bien sûr les services, et il faut rappeler la présence très importante des groupes français dans le domaine de l'assurance, des banques, par exemple, en Italie, mais pas uniquement des grosses multinationales, mais également des entreprises de taille plus petites, plus modestes. Il y a bien sûr le commerce, avec quelques grands noms du commerce français, et il y a sûrement d'autres opportunités pour un secteur qui est en pleine restructuration en Italie, encore beaucoup basé sur le commerce de détail indépendant, qui d'ailleurs fait déboucher des PME françaises qui s'adressent au marché du commerce multimarque, mais il y a également une série de formats de commerce organisé qui ont été développés en France, qui pourraient trouver en Italie des débouchés intéressants. Il y a bien sûr les nouvelles technologies. On a beaucoup en France misé sur le phénomène des startups, la French Tech. Il y a maintenant un intérêt croissant en Italie pour ces domaines-là, et on sait bien que dans ces domaines-là de startups, les synergies, les accords, les collaborations passent avant les exportations. Et puis il y a également toute la filière agroalimentaire. Les habitudes des Italiens changent, une ouverture de plus en plus forte vers la cuisine étrangère, vers des formes modernes de consommation, avec par exemple l'essor des plats préparés. Donc là encore, beaucoup d'opportunités. Et puis bien sûr, on l'a dit, et dans les échanges, les exportations dans les deux sens ne sont pas
les seules façons de s'internationaliser, et les investissements croisés sont également très importants. Je rappelle peut-être rapidement, puisque vous ne voyez peut-être pas mes slides, les secteurs de l'industrie italienne qui sont à l'écran. On suit. Ok, parfait. Bien sûr, il y a l'industrie du luxe, et on peut dire que dans le monde, il n'y a que 2 pays qui peuvent se vanter d'être les fleurons de l'industrie du luxe, c'est la France et l'Italie. Et donc la présence d'ailleurs de groupes importants français comme Kering et LVMH en Italie atteste bien de cet intérêt très fort pour l'Italie. Et bien sûr, l'industrie agroalimentaire, nous vendons beaucoup de produits de base, de matières premières à l'industrie agroalimentaire, et globalement, l'Italie n'est pas autosuffisante sur le plan alimentaire. L'industrie pharmaceutique, et je dirais plus largement de la santé, l'Italie est aujourd'hui le premier pays manufacturier dans le domaine pharmaceutique, avec beaucoup d'entreprises qui produisent pour le compte de laboratoires étrangers. Mais on sait également l'excellence de la recherche française et la capacité à porter de l'innovation tant dans le domaine pharmaceutique que dans le domaine des dispositifs médicaux. Les machines industrielles, on l'a dit, avec ce gros programme Industrie 4.0 en Italie. Et puis l'industrie du meuble que je cite, parce qu'en fait, on trouve là une complémentarité. Les Italiens sont forts dans l'industrie du meuble et la France est forte dans l'industrie, je dirais dans le secteur de la décoration. Et donc là, on voit une parfaite complémentarité. Alors, je voulais ensuite peut-être passer sur les facteurs de réussite. Parce que dans un pays aussi fort en domaine manufacturier, ayant une tradition aussi forte, il faut arriver en Italie, on a vraiment quelque chose à proposer. Alors, le premier point, je crois, c'est la capacité d'adapter son offre et son modèle économique aux exigences du marché italien. Ils peuvent varier d'une région à l'autre. Ils sont également liés à la petite taille des opérateurs italiens, passant du commerçant, mais également de la petite entreprise. Les besoins sont différents au nord au sud. Et je pense que c'est important de dire que on l'a dit, les intervenants de RIFI l'ont souligné, les personnes sont extrêmement importantes en Italie. Les exigences des personnes vont devant les exigences des entreprises. Quand on fait du business, ce ne sont pas 2 entreprises qui font du business, mais ce sont 2 personnes appartenant à des entreprises qui font du business. Donc ça, il faut l'intégrer pour pouvoir avancer et comprendre nos interlocuteurs italiens. Le deuxième point, c'est bien sûr l'innovation. Il faut apporter quelque chose de plus sur le marché italien pour réussir. Ça peut être un service, ça peut être une technologie, mais il est clair que si vous proposez en Italie une technologie qui existe déjà, les entrepreneurs italiens vont préférer la présence locale. Je reviendrai sur le troisième point. On dit parfois que les Italiens préfèrent travailler avec les Italiens. Je suis convaincu que ce n'est pas vrai. Si on a quelque chose d'intéressant à apporter, on peut travailler très facilement avec les Italiens. La particularité également de l'Italie et des entreprises italiennes, c'est que vu leur dimension et peut-être également vu une certaine faiblesse des investissements publics en matière de recherche fondamentale, les entreprises italiennes sont extrêmement fortes dans la partie développement. On dit recherche et développement, mais il y a recherche et il y a développement. Les Italiens sont très forts en développement. Ils recherchent toujours des solutions à intégrer dans leur propre offre. Donc, en France, avec le support des centres de recherche, des structures de transfert de technologie, a mis au point des innovations de rupture, peut également faire la différence en Italie. Donc, la technologie, ça peut être soit de l'innovation absolue, soit des technologies à intégrer dans le Made in Italy. Puis, le troisième point, c'est un élément qu'il faut prendre en compte et qui est justement cet aspect-là. Les Italiens ne préfèrent pas travailler avec les Italiens, ils préfèrent travailler avec des gens qui donnent l'assurance de la proximité
proximité culturelle, géographique, la flexibilité qu'ils recherchent, la rapidité pour répondre à leurs besoins. Donc, effectivement, ils préféreront quelqu'un qui puisse parler dans leur langue le plus possible, qui seront réactifs dans les réponses. Les entreprises italiennes sont flexibles, elles travaillent potentiellement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ils veulent que leurs fournisseurs puissent les accompagner dans cette démarche. Donc, la présence physique est extrêmement importante sur le territoire. Elle peut se faire à travers des partenaires ou des formes légères de présence. Bon, je citerai par exemple la formule du VIE, pour les Italiens, une sorte de service civil à disposition des entreprises. Il est important d'avoir quelqu'un sur place, pas forcément une structure juridique. En Europe, on peut travailler sans être physiquement et juridiquement présent dans un pays, mais avoir une présence commerciale et technique sur place, c'est important. Et puis, bien sûr, la solidité, puisque quand on construit une relation de confiance avec un partenaire, fournisseur ou client italien, on l'inscrit dans la durée et donc on jugera également de la pérennité du partenaire français. Les Italiens seront attentifs à ces éléments-là, mais je pense qu'on a cité, lorsqu'on a présenté le groupe Ali, l'historique de cette entreprise, c'est une chose qui compte beaucoup. Un point peut-être pour finir sur des aspects un peu culturels, je le disais, les affaires se font entre personnes et avant de le faire en entreprise. Souvent, les Italiens sont réputés comme des clients exigeants. Ils vont demander des conditions particulières, des prix, des solutions qu'il faudra développer ad hoc. En fait, c'est souvent un test qui ne vise pas le résultat, bien sûr, toujours apprécié, en particulier en manière de prix, mais c'est aussi une façon de mesurer votre engagement et le degré de confiance qu'ils peuvent avoir dans votre entreprise. Ces demandes et ces concessions et ces efforts permettent de faire construire la confiance. Autre point en particulier et qui est très intéressant en Italie, c'est que les entreprises italiennes sont généralement, sauf bien sûr des exceptions très connues et très performantes, des entreprises de petite taille. Et dans ces entreprises-là, la courroie de décision est extrêmement courte, extrêmement rapide. Le patron prend les décisions stratégiques et ses équipes ensuite les mettent en œuvre. Donc, c'est peut-être une chose qui est assez différente en France. Si vous faites du business avec l'Italie, à un moment donné, le patron doit prendre sa valise et venir en Italie pour rencontrer le patron italien, que ce soit un acheteur ou que ce soit un fournisseur. Et les décisions sont souvent prises sur le feeling. Les Italiens réagissent aussi sur des impressions, sur du senti, plus que sur des études de marché approfondies. La flexibilité, je l'ai dit. Et puis, pour tous ceux d'entre nous qui fréquentons les Italiens et les apprécions, nous savons comme ils sont courtois, plaisants. Alors, c'est certainement dans la nature de l'Italien, mais c'est également une culture qui ne vise à jamais froisser et ne jamais fermer les portes. Aujourd'hui, ce que vous proposez ne peut ne pas convenir aux deux parties, à une des deux parties, mais on ne sait pas ce que sera fait le lendemain. Donc, aujourd'hui, nous sommes concurrents, aujourd'hui, nous ne pourrons pas travailler ensemble, mais peut-être que demain, nous pourrons l'être. Et enfin, effectivement, le soin vestimentaire, la volonté de montrer le mieux de soi-même, c'est quelque chose auquel les Italiens tiennent beaucoup, mais je pense que notre capacité à recevoir en France, à faire connaître nos atouts, se retrouve également dans la culture française. Pour rapidement balayer avant oui, que... très rapidement, parce que je vois que vous avez des diapos très complètes. Non, je vais simplement dire, dans le secteur industriel, je noterai effectivement l'industrie mécanique, elle a besoin de s'automatiser. Dans le secteur des cosmétiques, important pour la région Centre-Val de Loire, la France est le premier fournisseur de l'Italie
Et si on peut citer dans un domaine dans lequel la France est considérée comme la référence, c'est bien celui des cosmétiques. Dans le domaine alimentaire, je vous disais, l'Italie est forte consommatrice de produits de base, mais également de plus en plus de produits gourmets à la française, pour peu que ces produits gourmets ne choquent pas le goût et l'habitude alimentaire italienne. Et on a de très belles réussites d'entreprises qui font, par exemple, des confitures ou des viennoiseries à la française et qui marchent très bien en Italie. Et puis, le secteur porteur en Italie, c'est un des challenges du post-Covid, c'est l'investissement sur le digital dans tous les secteurs d'activité de l'économie italienne. Voilà. Je vais passer tout de suite la parole à Serge Richard qui préside le ERB Activité et pourquoi finalement il s'est développé en Italie. Oui, merci. Bonjour à tous. Je veux d'abord remercier le président Bonneau, Jean-Louis Garcia et toute l'équipe de DevUp de me donner l'opportunité de partager mon expérience avec vous aujourd'hui. Alors, l'Italie. Pourquoi l'Italie? Bien parce que j'ai saisi une opportunité en fait assez extraordinaire. J'avais une petite entreprise, j'ai toujours cette entreprise, s'appelle les Serbes, Centre de recherche biologique, qui est un CRO, une Contract Research Organization, donc qui fait de la recherche sous contrat pour des industriels du secteur des biotechnologies et de l'homologation des produits chimiques. Et puis, j'avais développé des relations avec l'Italie depuis longtemps. Et il se trouve que l'une de ces relations s'est retrouvée directeur général d'un CRO concurrent en Italie, qui était la propriété d'un industriel italien que je n'ai pas le droit de citer. C'est avec cet industriel que j'ai fait ce deal. Et cet industriel italien, pour des raisons stratégiques qui lui sont propres, souhaitait désinvestir de cette activité. Et la chose s'est faite de façon très intelligente et en 2 temps. J'ai été identifié comme le partenaire potentiel de cette société qui avait commencé à désinvestir ses activités sur certains secteurs d'activité que moi je pratiquais. Donc nous nous sommes rapprochés et nous avons noué un partenariat de collaboration à partir de 2014 et nous avons collaboré de façon intense et très étroite de 2014 à 2019 puisque nous avions des activités totalement complémentaires. Les équipes ont pu apprendre à se connaître. Et puis, on est arrivé en 2019. Et bon, là, le directeur général de cette structure m'a fait part du fait que son entreprise souhaitait désinvestir de cette activité et que s'il ne trouvait pas une solution, il serait amené peut-être à fermer le site. Donc, j'ai bien compris le message et c'est là où j'ai fait une offre de reprise, non pas de l'entreprise, mais des actifs de cette entreprise. On a fait un carve-out, c'est-à-dire que cet industriel a accepté de couper la branche qui le reliait à ce centre de recherche et à me transférer les actifs. Donc, j'ai récupéré les actifs, j'ai créé une société en Italie, ça se situe aux alentours de Rome, à Pomezia, pour être très précis, dans le Mezzogiorno. Et on a créé cette société au mois de mai 2019. J'ai négocié avec cet industriel les conditions du transfert des actifs de leur centre de recherche. Et puis aujourd'hui, il m'héberge et on a passé un deal ensemble. Et je suis vraiment très, très satisfait de cet investissement en Italie. Bon, moi, ça m'a permis d'atteindre une taille critique. Bon, mon entreprise en France faisait 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les Italiens représentaient à peu près 2 fois ma taille. Ils représentent aujourd'hui toujours 2 fois ma taille. Cette année, ensemble, on va réaliser à peu près 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les Italiens, moi, je travaillais déjà avec le directeur général que je connaissais, qui est devenu un ami par cette occasion. Nos relations sont très proches. Il n'aurait pas été là, je n'aurais pas pu faire cette opération. Et puis, j'ai trouvé un groupe industriel vraiment très smart, je dirais, et chapeau, parce que il voulait désinvestir cette activité, mais il ne voulait pas créer de vagues sur le plan social. Il m'a fait confiance. Moi, petite entreprise, ils étaient 2 fois plus gros que moi, mais comme on a travaillé pendant 4 ans ensemble, je pense que ils me sous-traitaient une partie de leur activité, ce qui m'a permis, moi, après la crise qui avait été terrible, la crise des subprimes, de revenir dans le jeu.
grâce au fait qu'ils m'ont fait beaucoup travailler. Et je pense que pendant ce temps-là, en fait, ils testaient ma capacité à pouvoir faire cette opération. Et quand je leur ai fait ma proposition de pouvoir reprendre leur activité, on s'est tout de suite compris. Bon, les deux équipes se connaissaient, donc on a fait en fait une intégration importante. Et comme le disait Monsieur Mellerio, que je suis heureux d'avoir retrouvé aujourd'hui, puisqu'on avait participé ensemble à une mission au Japon, et je le félicite de son initiative d'avoir créé l'IREFI, qui est très importante. Eh bien, comme on en parlait cet après-midi, c'était très important cette période où on s'est côtoyé, les deux entreprises, où il y a eu des échanges entre les personnels des deux structures avant qu'on puisse décider de faire cette opération où ce groupe a accepté de me céder ses activités. Bon, je dirais que bon, les qualités des Italiens, ils sont redoutables d'efficacité. Et comme ça a été mentionné tout à l'heure, en recherche et développement, ils sont excellents. Et c'est un plaisir de travailler avec ces gens-là, parce que comme ça a été mentionné tout à l'heure, il y a une élégance, il y a une courtoisie, et la porte est toujours ouverte. Et quand on n'est pas d'accord sur certaines choses, on discute et on trouve le terrain d'entente qui convient à tout le monde. Et c'est vraiment un plaisir pour moi, je dois dire, cette expérience en Italie. Et donc, j'invite, parce que par ailleurs, je suis président de ma chambre de commerce du département du Cher, Monsieur Pescatori, et j'invite les entreprises françaises, effectivement, à s'intéresser au marché italien parce que ça en vaut la peine. Et je pense que développer des échanges régionaux entre la région Centre-Val de Loire et n'importe laquelle des régions en Italie, ça vaut vraiment le coup. Et on est deux pays qui se comprennent, je pense, parce qu'on a, d'abord, nous sommes latins, nous partageons beaucoup de choses, une histoire en commun, Léonard de Vinci, etc., et bien d'autres choses. Un patrimoine culturel dans les deux pays extraordinaire. L'Italie, c'est un bonheur d'être en Italie et de visiter ce pays. Et donc, je pense que vraiment, c'est important. Et voilà ce que je voulais dire. Et si vous avez des questions à me poser, je veux bien répondre. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. Il y a des ambassadeurs d'Italie un peu partout. Hein. Et qui montrent bien à travers votre témoignage de l'importance des relations humaines que disait tout à l'heure Frédéric Chailloux. C'est quelque chose qui est aussi important au lieu de secteur d'activité pour réussir une implantation, un développement. Arnaud Lebert de la Maison Rose, là, qui se développe aussi sur l'Italie. Est-ce que c'est un élément aussi clé de votre développement? Peut-être nous dire déjà quelles sont vos activités? Alors, bonsoir à tous. Nos activités sont historiquement liées à l'Italie, puisque Rose tisse des étoffes de soie depuis 1660 à Tours. Et historiquement, on est lié à l'Italie, puisque la soie venant d'Italie, le talent venant d'Italie, en 1470, Louis XI a fait appel à des soyeux italiens qu'il a accueillis à Tours et créé la première manufacture de soie en France. Donc la capitale de la soie n'est pas lyonnaise, mais Tourangelle. Et grâce au talent italien. Donc historiquement, on est toujours lié à l'Italie, sachant qu'aujourd'hui, toute la production de soie que l'on utilise est achetée en Italie, puisque la route de la soie, là aussi, est passée d'abord par l'Italie avant la France. Donc voilà, on tisse ces liens historiquement. Donc 1660, Rose crée cette manufacture, 12 générations de la même famille. On fête notre 360e anniversaire et ça passe par un certain nombre d'autres liens avec l'Italie, puisque comme on l'évoquait tout à l'heure, les métiers d'art, je pense qu'il y a un lien concret entre la France et l'Italie dans la création, dans l'émotion, dans la façon de créer un certain nombre de produits, le savoir-faire. On l'évoquait tout à l'heure, les deux pays dans le luxe sont la France et l'Italie, mais je pense que le luxe s'appuie sur le savoir-faire. Donc nous, on travaille la soie et le tissu, et je pense que c'est des éléments importants. Donc on a essayé, depuis la reprise que j'ai effectuée en 2018 de cette entreprise, de continuer à créer des passerelles avec l'Italie, notamment grâce à IREFI et Fabrizio et Olivier, avec l'appui de DevUp.
de travailler sur ces passerelles qui nous a amené en 2019 à créer le comité Da Vinci, qui réunit les métiers d'art en Val-de-Loire avec cette démarche de réunir nos savoir-faire pour créer les passerelles avec la Toscane notamment, donc en lien avec le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci, et de mettre en commun nos savoir-faire. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que si on veut réussir dans le monde, Rose fait 80% de son chiffre d'affaires à l'international, et si on veut réussir, je pense que ces petites entreprises familiales ont intérêt à collaborer, et je pense que les savoir-faire italiens viennent en complément des savoir-faire français, d'où cette création de ce comité Da Vinci. Donc encore, voilà, le lien avec l'Italie, et un lien avec la Toscane particulièrement, où je me sens assez régulièrement en lien avec la fondation Michelangelo, qui a créé l'événement à Venise sur l'Homo Faber, pour mettre encore en lumière tous ces talents du monde entier. Et ce qui nous a amené en 2020, avant Covid, de créer une résidence de designers dont la vocation est d'accueillir justement, là aussi, nos talents respectifs dans le design, dans la création, dans ces valeurs qui nous réunissent avec des entreprises familiales. Je pense qu'il est important de créer ce lien avec l'Italie parce que donc ça passe par des collaborations avec des écoles de design italiennes pour accueillir ce talent. Et donc historiquement, on rêve d'utiliser, il y a un château qui était la résidence de Louis XI qui a accueilli les premiers soyeux italiens, et donc dans ce château de Plessis-les-Tours, de réunir ces designers italiens pour créer la référence à cette création de la première manufacture de soie à Tours en 1470. Donc voilà, c'est à chaque fois comment créer des passerelles, donc pas forcément de relations de business parce que on n'a pas vocation à développer, à vendre nos tissus en Italie, puisqu'il y a de très bons fabricants de tissus en Italie, utilisés d'ailleurs à l'ambassade de France en Italie, malheureusement pour nous, fabricants de tissus en France. On en avait parlé avec monsieur l'ambassadeur et lorsqu'on était au Palais Farnèse. Et en effet, de créer ces passerelles indispensables, ces entreprises italiennes, le retour que j'ai eu de ces allers-retours en Italie ces dernières années a été qu'ils ont réussi à se réunir pour aller attaquer les marchés internationaux. Et je pense que de temps en temps, en France, on ne sait pas le faire. Donc, c'est intéressant de se réunir, d'où ce comité Da Vinci. Et donc, entre des papiers peints à la planche, entre des faïenceries, entre des fabricants de meubles en Val-de-Loire, c'est de prendre modèle sur le réflexe qu'ont eu ces petites entreprises italiennes pour sauver leur savoir-faire et d'aller pouvoir se présenter ensemble à l'international. Donc voilà, c'est un exemple pour nous, d'où ces jumelages que l'on essaie de construire et de faire savoir au monde entier qu'en effet, le savoir-faire est franco-italien ou italien. Je ne sais pas comment on dit, italien, français. Et quand on parle d'industrie du luxe, je pense que le luxe s'appuie sur ces talents, sur ces petites entreprises, et que ce luxe ne peut réussir que parce qu'il y a nos petites entreprises. Donc, je pense qu'il faut être fort ensemble. Donc, il n'y a pas forcément aujourd'hui, on est plus dans des collaborations que dans des notions de business à vendre entre chacun de nos deux pays, mais c'est plutôt comment se réunir ensemble pour être fort vis-à-vis de l'extérieur. Ceux qui ont franchi les premières étapes ont tout à gagner à ce que globalement il y ait ces relations-là. Et on l'a bien vu, nous avons tellement de points communs dans les possibilités de marché, d'échange, tellement de points communs dans les perspectives que nous mettons au développement. Vous avez cité dans le développement les éléments de la culture, les éléments qui sont autour de tout ce marché constitué par l'industrie du luxe, par l'art, etc. Vous avez mis tout ce qui constitue aujourd'hui les grands défis, les défis de l'automatisation, les défis du numérique dans nos équipements. Vous avez cité l'agroalimentaire, vous avez cité les enjeux de l'environnement qui doivent marquer profondément la manière dont nous allons avancer pour être demain à l'échelle de l'Europe et à l'échelle de nos pays, à l'échelle de nos régions, demain remarquer
comme étant capable d'allier le développement économique, la croissance économique et sociale et la préservation de notre planète. Donc sur tous ces points-là, moi je ressens beaucoup de convergence et je m'en félicite. Formalisation, accélération des relations et je proposerai que au-delà de la formalisation, peut-être le premier chantier que nous pourrions creuser ensemble serait celui justement des pistes de relance très concrètes sur lesquelles on a parlé de la pharmacie. Vous savez à quel point je répondais encore ce midi à des journalistes qui m'interrogeaient parce que nous avons posé l'ambition d'une relocalisation en Europe et en France d'éléments de production industrielle pharmaceutique qui sont partis en Asie, qui sont partis en Chine, qui sont partis en Inde et qui nous ont largement manqué. On ne remplira pas ces ambitions de relocalisation si on le fait les uns contre les autres à l'échelle de l'Europe. On ne le fera qu'ensemble. Donc on pourrait prendre quelques domaines sur lesquels les échanges d'informations, sur lesquels la mobilisation de nos acteurs économiques de part et d'autre pourrait être particulièrement fertile, de manière à faire comme nous l'avions fait l'an passé, les échanges, et à partir de ces échanges, des pistes de travail qui permettent à l'ensemble de celles et de ceux qui œuvrent concrètement à l'économie de se retrouver et qui donnent des signes concrets à nos entreprises. Voilà, mesdames et messieurs, les propos que je tenais à adresser aujourd'hui, mais vous dire aussi avec émotion combien c'est agréable toutes ces relations avec l'Italie. Quand elles ont été de l'ordre du culturel, vous avez rappelé, monsieur l'ambassadeur, les 500 ans de la Renaissance, on s'est immédiatement compris, on a travaillé ensemble et c'était extraordinaire. Lorsqu'on est sur les échanges, sur le développement économique, on a les mêmes complicités, alors donnons à ces complicités beaucoup d'avenir, beaucoup d'élan, et je crois que c'est ensemble que nous y parviendrons. Merci, Monsieur le Président. En ce qui concerne donc les valeurs communes qui ont été soulignées par plusieurs intervenants, ça c'est vraiment la base des relations entre la France et l'Italie. Et donc je vraiment vais retenir les clés, on peut dire les mots-clés de l'intervention de l'ambassadeur Massé qui sont donc la solidarité, la relance et ensemble, c'est-à-dire travailler ensemble. Je crois que ça, c'est vraiment le message que le webinaire d'aujourd'hui peut partager avec entre nous et avec les entreprises italiennes et françaises présentes. Peut-être on a parlé assez du business, plutôt on peut dire classique, industriel. On a touché un autre secteur qui nous, on peut dire, nous rassemble, nous unit, qui est la culture. Donc, vous venez de parler, Monsieur le Président de la Renaissance, l'ambassadeur Massé l'a bien mentionné, et nous savons très bien que la culture n'est pas, on peut dire, détachée du business. Je m'associe également à tout ce qui a été dit sur la qualité de cette réunion. Et je pense qu'elle doit s'ancrer, comme vous le proposez, Monsieur le Président, dans la durée, et que l'idée de faire chaque année une réunion de ce type permet, je dirais, d'ancrer nos actions, nos initiatives dans la durée et de faire en sorte qu'elles puissent se pérenniser. Il a été souligné l'extraordinaire complémentarité dans certains secteurs en particulier, mais entre la France et l'Italie, la France des grands groupes, l'Italie des entreprises familiales, les ETI très dynamiques, très flexibles. Et je crois que autant on est dans un monde qui change à toute vitesse et par conséquent, les familles et les entreprises familiales ont un vrai problème, aussi bien en France qu'en Italie, de succession, de transmission. Pour les grands groupes, ça a été, je crois, l'Italie a été, pour les grands groupes français, une formidable opportunité à l'occasion des transmissions de reprendre
d'acquérir des marques qui sont un capital immatériel considérable. Et la reprise par ces grands groupes a permis, au moment de l'expansion internationale, de propulser ces marques italiennes, mais aussi les marques françaises, dans la globalisation et en faire des groupes mondiaux. Et effectivement, cette vie des entreprises familiales, le fait qu'elles se renouvellent, fait partie, je dirais, de notre paysage. Mais ce sur quoi je voudrais intervenir, parce que ça a été dit ici, c'est que nos entreprises de petite taille, les entreprises familiales, et moi je fais partie d'une entreprise de petite taille, comme Rose, dont Arnaud Lebert a parlé, ce sont des entreprises de savoir-faire. Et je pense que le fait d'être petit, pour des entreprises qui veulent rester indépendantes, des entreprises familiales qui veulent rester indépendantes, c'est leur raison d'être. Elles veulent transmettre à leurs enfants, elles veulent aussi transmettre un savoir-faire. Ces entreprises ont un avantage considérable dans le futur parce qu'avec la digitalisation, toutes les nouvelles technologies, le fait d'être petit n'est plus un handicap. Et entre l'Italie et la France, on a parlé de la culture, de l'émotif, de cette forme, je dirais, de civilisationnelle qui fait la différenciation pour la France, l'Italie. Peut-être le Japon a aussi une connaissance des savoir-faire d'excellence, l'artisanat d'art, etc. Je pense qu'il y a des opportunités dans l'avenir qui sont considérables et je nous encourage à les faire ensemble parce qu'il y a là des complémentarités et les entreprises peuvent faire des alliances entre indépendants, entre personnes autonomes, mutualiser un certain nombre de ressources. Et je pense qu'il y a un potentiel colossal dans ce domaine qui peut être partagé entre la France et l'Italie. Merci. Moi, je serai très bref parce que tout a été dit. Les témoignages des entreprises ont montré à la fois l'utilité, l'intérêt et aussi le plaisir de travailler ensemble parce que ce que tous les messages ont rapporté, c'est justement cette découverte de travailler pour les Français avec les Italiens et les Italiens avec les Français, qui a toujours été une très belle découverte. Et on voit que maintenant, avec la relance, cette transformation, ce besoin de travailler ensemble est plus important que jamais. Mais là, je reprendrai les mots du président Bono, c'est-à-dire qu'il nous faut de la régularité et investir. Parce que trop souvent, on voit qu'on pense que ça peut être facile ou on ne pense pas suffisamment donc à des opportunités et que c'est cette régularité, cet investissement qui porte véritablement ses fruits. Et dans la période à la fois difficile mais pleine d'opportunités que nous vivons, cette volonté de se voir, d'organiser, comme ça a été dit avec cette initiative qui est trop bâtie, ces rencontres elles-mêmes, comme cette réunion, cette rencontre importante que nous avons eue ce soir, sont d'une utilité tout à fait spéciale et particulière. Et donc, je vous remercie vraiment de ces rencontres et j'attends avec impatience donc de pouvoir participer aux autres événements que vous avez. Et si vous souhaitez que ces rencontres aient lieu au Palais Farnèse l'année prochaine, ce sera avec un grand plaisir. Merci à tous.